Allô? Allô, allô, ça marche? Bonjour. Pas évident de passer après Hugues de Jouvenel, de qui j'ai eu la chance de suivre des formations il y a quelques années chez Futurible avec grand intérêt et grand plaisir. Aujourd'hui, je dirige l'Institut des Transitions, qui est un think tank qui, comme son nom l'indique, s'intéresse aux grandes transitions à l'œuvre aujourd'hui dans nos sociétés. On en a pour l'instant identifié 4 principales. Transition numérique, qui impacte à la fois les systèmes de production, de consommation, mais aussi la vie des individus dans leurs ressorts les plus intimes et psychologiques. La transition énergétique et climatique, qui, elle, a une notion écosystémique très importante et qui impacte à la fois la sphère économique et l'ensemble de la société. Transition géopolitique, de façon peut-être un peu plus originale, mais liée aussi aux deux autres, on en parlera tout à l'heure. Les grands équilibres bipolaires du XXe siècle ont disparu. Aujourd'hui, on est dans une autre cartographie, comme disait Hugues tout à l'heure, avec des rôles, et pas seulement chez les BRICS, mais chez de nombreux pays qui se réinventent et qui sont à interroger. Et puis transition sociétale avec une libéralisation croissante dans nos pays occidentaux, en Europe et en France, et des impacts sur les acteurs individuels et les organisations également. Voilà, nous essayons de casser les silos, c'est-à-dire de réfléchir à ces différentes transitions de manière transversale et de voir comment les unes et les autres sont en lien, s'impactent l'une l'autre. Comment est-ce que une transition démocratique dans un pays en Afrique ou en Asie ou au Moyen-Orient peut avoir un impact ou être impacté en retour par une transition énergétique et comment le climat là-dessus est une toile de fond qui joue à plein sur les jeux des acteurs. Voilà, à quelques mots, nos sujets de réflexion à l'Institut des Transitions. Pour reboucler avec le sujet d'aujourd'hui, donc piloter la ville de demain dans un monde fluide, le défi des collectivités. Quand j'étais étudiant, on m'a appris à décortiquer le sujet. Je pense que je ne suis pas le seul. Donc on va prendre les mots les uns après les autres, tout simplement. Je vous propose qu'on commence par le monde fluide. Qu'est-ce que c'est que le monde fluide? Alors, cet été, j'en ai profité pour lire 3 bouquins dont je vais vous parler rapidement, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Premier bouquin, c'est La crise sans fin, de Myriam Revaud-Dallon. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Myriam Revaud-Dallon, qui est philosophe, chercheuse, nous explique qu'en fait, on est aujourd'hui dans un contexte où on ne vit pas une crise entre des moments de stabilité. On ne vit pas une crise financière, puis une crise irakienne, puis une crise du Covid, puis une crise de morale des ménages. On vit la crise, avec un grand L et un grand C. Et pour ceux qui sont nés, je pense qu'on peut dater ça plus ou moins du choc pétrolier de 73, peut-être. Moi, je suis né un peu après, je suis né en 80. J'ai intimement la sensation d'avoir toujours vécu dans la crise. C'était pas toujours la même. Voilà, il y avait toujours un adjectif, un épithète, mais voilà, on est quand même dans la crise. Ce que dit Myriam Revaud-Dallon, qui va assez loin, qui remonte au médiéval et à l'Antiquité, dans l'histoire des idées, elle dit que en fait, c'est un marqueur de la modernité. Et qu'en fait, dans ce monde de crise sans fin, les repères qui étaient précédemment à l'œuvre dans les sociétés plus anciennes sont à réinventer. Premier livre. Deuxième livre, Les transformations silencieuses, de François Julien, qui est aussi un philosophe. François Julien s'interroge, le livre n'est pas très épais, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille largement. C'est passionnant. Il se focalise sur la pensée chinoise. Il compare ça à notre pensée occidentale. Vous avez l'impression qu'on s'éloigne du sujet, mais en fait, on va reboucler après. Il nous dit quoi? Il nous dit que en Occident, depuis l'Antiquité, on a l'habitude de penser en termes d'être et de non-être. Un projet, c'est quelque chose qui va d'un point A à un point B. Et ce qui est important, c'est A et c'est B. Or, on a tous,
employé cette expression, soit dans un séjour amical, soit en vacances, soit autre, de dire mais en fait l'important c'est pas la destination, c'est le chemin. Et ben, c'est ça que nous dit François Julien dans ses 200 pages de bouquin. Il nous dit qu'en fait dans la pensée chinoise, on a été habitué à penser les transitions, c'est-à-dire non pas seulement le point de départ et le point d'arrivée, mais tous ces micro-moments où les choses changent de manière infime. Et tous ces petits changements de contexte, Hugues parlait tout à l'heure de signaux faibles et de tendances lourdes, dans la pensée chinoise, dont je ne suis pas spécialiste, mais de ce que j'en ai compris, on est beaucoup plus attentif aux signaux faibles du moment. Vous verrez que ça peut être intéressant dans le pilotage d'une ville, dans un monde qui est le monde d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, troisième tendance, ce n'est pas un livre, mais c'est une théorie, un concept. C'est le concept VUCA. Ceux qui travaillent en entreprise en ont sans doute déjà entendu parler. VUCA pour volatile, incertain, chaotique et ambigu. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Un acronyme qui vient des académies militaires américaines qui ont vu leur théorie voler en éclats lorsqu'ils sont arrivés au Moyen-Orient au début des années 2000. La réalité ne collait pas avec la théorie et ils ont dû se remettre en question. Ensuite, ces théories-là ont été travaillées, creusées, transposées dans le monde de la gestion et des entreprises et au sens large maintenant de la gestion de projets au sens large, aussi dans le monde public. Ça concerne tout le monde. Comment est-ce qu'on manage, comment est-ce qu'on mène une transition, comment est-ce qu'on conduit le changement dans un monde VUCA ? Volatile, uncertain, chaotique et ambigu. Eh bien, il y a plusieurs leviers de changement qui sont d'ordre principalement humain. Il faut savoir lâcher prise sur nos certitudes, puisque c'est ambigu et c'est incertain. Tout en gardant le cap, évidemment, c'est là que c'est difficile. Il faut savoir être souple, se remettre en question donc. Il faut savoir intégrer les signaux faibles en cours de route. Et là, on revient à nos transformations silencieuses. D'où l'importance d'avoir des vigies, on en parlait tout à l'heure, qui soient très à l'écoute, en empathie, et qui écoutent ces signaux faibles pour pouvoir les intégrer tout au long d'une stratégie. Donc, un management renouvelé, la notion de délai, il faut adapter effectivement aussi, dans le contexte VUCA, les délais parce que le temps n'est pas le même selon le point de vue qu'on observe. J'ai oublié de regarder mes notes, mais il est temps de m'y remettre pour ne pas vous raconter n'importe quoi. Alors, les collectivités, la ville. En France, aujourd'hui, la vision, elle est assez claire. Si vous êtes pilote d'une collectivité, vous savez que votre feuille de route, c'est la transition bas carbone en 2050. C'est l'objectif des accords de Paris, c'est l'objectif de la Commission européenne, c'est l'objet du discours du président de la République sur France 2030. Tout le monde est aligné là-dessus. 2050, il n'y a plus de carbone, on est tous net zéro carbone. La question, c'est évidemment pas tellement où on va, ça on est tous d'accord. En France et aussi à l'étranger, il y avait beaucoup de choses sur les capitales africaines et notamment ce matin à côté. La question, c'est comment on y va, donc quelle méthode, à quel rythme et quel discours de la méthode. Et le discours de la méthode, ce n'est pas un jeu de mots simplement pour le plaisir de citer Descartes, c'est de dire qu'en fait, il y a une notion d'acceptabilité de ces mesures qui est fondamentale, et notamment, et encore plus, en démocratie. Imposer la transition bas carbone quand on est le grand timonier, c'est une chose. Quand il y a, à échelle locale, comme disait Hugues, une multitude de petits timoniers, que ce soit le maire, le président du conseil général, le préfet, le député, et j'en passe, et les communautés de communes, etc., etc., et bien la coordination des parties prenantes va devenir un enjeu clé. Donc ça, on peut rajouter aussi dans notre liste de compétences, effectivement, pour le pilote, pour celui qui tient le gouvernail et celui qui est dans la vigie, c'est la coordination des parties prenantes. J'accélère un petit peu pour vous parler
De la société liquide. Non, moi ça c'est bon, je vais passer, on en parlera. C'était rajouté dans les bouquins aussi. Zygmunt Bauman, on est dans un monde qui est caractérisé par la vitesse, l'immédiateté et l'hypermobilité. Donc difficile dans ce monde-là d'établir des stratégies de long terme, parce que tout change tellement vite, on est dans un jeu de chaises musicales, que c'est difficile de garder un cap. Difficile de retenir de l'eau dans un récipient, c'est mobile, c'est liquide. Voilà, difficile. Alors, c'est à la fois donc contexte déstabilisant, piloter des villes et des territoires dans ce contexte-là, dans ce monde-là, et en plus, les marges de manœuvre budgétaires sont réduites. Vous le savez si vous pilotez des villes. Les marges de manœuvre politiques sont parfois bien étroites, et il est demandé aux pilotes d'innover en permanence, tout en continuant à assurer ses missions de base, évidemment. Si vous vous occupez que de transition énergétique, mais que vous oubliez d'assurer la base, c'est-à-dire la sécurité, la voirie, voilà, ça ne va pas aller. Donc ce sont des tâches qui se rajoutent aux pilotes dans un contexte budgétaire restreint. Voilà l'équation. On parlait de marge de manœuvre tout à l'heure. Elles sont de plus en plus difficiles. Donc c'est pas à moi qui vais... De plus en plus large. Vous dites de plus en plus large ? Bon, bah ça c'est intéressant. Alors, voilà, vous êtes optimiste. Donc on verra comment. C'est pas moi qui vais en traiter. Il y aura les tables rondes tout à l'heure. Peut-être pour finir, il me semble que ça implique une réflexion de 3 ordres. Et ça va recouper un peu les thèmes des tables rondes. Une réflexion d'ordre budgétaire et financier, une réflexion d'ordre technologique et éthique, et une réflexion d'ordre institutionnel et politique. Alors en 2 mots, la réflexion budgétaire et financière, c'est la question justement des marges de manœuvre, des dotations de l'État aux collectivités, dans un contexte post-plan de relance, avec la question du consentement à l'impôt local, et à l'articulation des problématiques de centre et de périphérie, et donc les questions de fin du mois et de fin du monde, qu'on a bien connues pendant la crise des Gilets jaunes, la question de l'éco-conditionnalité et de la commande de l'État comme levier, voilà, ça je pense qu'on en parlera. Réflexion d'ordre technologique et éthique pour savoir qui pilote finalement, qui est le pilote dans l'avion. Est-ce que ce sont le maire, le préfet, le conseiller général, ou est-ce que ce sont les services de technologie ? Les Échos, cet été, ont titré de leur numéro « Google Maps, le guide suprême ». J'ai particulièrement trouvé ça amusant et bien vu. La question étant de savoir les services, effectivement, qui pilotent la Smart City, et ça sera parlé, je pense, avec Jean-François Soupizet, quels sont derrière, effectivement, les pilotes, et avec la question de la souveraineté derrière, évidemment. Et enfin, une réflexion d'ordre institutionnel. Évidemment, c'est à la fois la grandeur et la servitude de la démocratie que d'avoir toutes ces parties prenantes. Mais à quel point, aujourd'hui, en France, peut-on parler de souplesse, de liquidité, de fluidité, dans un pays qui est encore très marqué par une culture jacobine, alors même qu'il se veut aller vers toujours plus de décentralisation. Donc la question des responsabilités et de la marge de manœuvre encore des territoires. Inflation normative et réglementaire ressentie par certains pilotes de territoire. Ok, il faut bien faire. On incite à un comportement exemplaire, mais encore une fois, ça peut borner certaines vocations. Je termine en disant peut-être que la planification écologique aujourd'hui, qui est prise en charge au plus haut niveau de l'État, puisque c'est donc maintenant Matignon qui est en charge de la planification écologique, qui sera en charge donc de stratégie financière, de planification urbaine et de management de projet, implique sans doute un enjeu de coordination au niveau vertical et de faire travailler ensemble des parties prenantes au niveau horizontal. Je terminerai le dernier mot pour François Julien, je suis philosophe donc de la pensée chinoise, qui dit que plutôt que de prétendre projeter immédiatement son action sur le cours des choses et de l'y imposer, induire, c'est savoir engager discrètement un processus
de loin, tel qu'il soit porté de lui-même à se développer, et que s'infiltrant dans la situation, il parvienne peu à peu, et sans même qu'on s'en rende compte, à silencieusement la transformer. Cela reviendra à envisager, face au pouvoir de la modélisation dont nous connaissons les effets détonnants dans la science, qui ont assuré les succès techniques de l'Occident moderne, quel serait un art de la maturation. Je vous remercie. Merci. Vous restez là parce que vous participez à la table ronde qui va